Allô, bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, voilà, on va continuer le chapitre 4 sur, voilà, tout savoir sur la crypto-monnaie et la blockchain. Et donc aujourd'hui, on va aborder le chapitre 4. Le chapitre 4 sur l'Ethereum et les contrats intelligents. Ok? Donc, l'Ethereum et les contrats intelligents. Juste faire un résumé, il faut dire que voilà dans la partie précédente de l'autre fois, nous avons parlé donc de Bitcoin. Nous avons dit que le Bitcoin est considéré comme ici l'or numérique, ok? Parce qu'il est comme une réserve, c'est la monnaie originelle de la blockchain. C'est voilà le roi de la blockchain en quelque sorte. Et le Bitcoin, il est miné, voilà. Pour le fabriquer, il faut le miner. Donc, et aujourd'hui, nous allons voir que voilà, il y a bien plus que le Bitcoin. Donc, nous allons voir ensemble l'écosystème de la crypto. Donc, on va donc voir au-delà du Bitcoin pour dire qu'il n'y a pas que la crypto-monnaie originelle. Le Bitcoin est basé sur la blockchain. Il y a après, donc, l'univers des crypto-monnaies qui sont venus après, ok, s'implémenter également dans la blockchain, mais pas directement dans la blockchain originelle. Elle utilise bien, voilà, d'autres plateformes que vous allez comprendre tout à l'heure. C'est pourquoi le thème ici, c'est Ethereum. Euh, donc, Ethereum, le thème chapitre 4, comme je disais, c'est chapitre 4, Ethereum et les contrats intelligents. Donc, juste une petite introduction. Pour dire, si le Bitcoin a inventé le concept de la monnaie décentralisée. Donc, si le Bitcoin a inventé le concept de la monnaie décentralisée, parce que quand on parle de Bitcoin, on voit monnaie, ok, on voit une monnaie décentralisée qui fonctionne sur la blockchain, hein, ok, personne ne le contrôle, c'est pas des banques qui contrôlent, c'est un système de blockchain qui contrôle, voilà, c'est cette monnaie-là. Donc, il est également révélé, voilà, euh, les limites de sa propre blockchain. Donc, il est vrai que, ok, la blockchain, le Bitcoin a inventé, ok, le concept de monnaie décentralisée, mais il a également révélé, ok, les limites de sa propre blockchain, d'accord? C'est-à-dire la blockchain, voilà, le Bitcoin montre également, en fait, la limite de son application, parce qu'on verra que le Bitcoin, ok, qui est la monnaie originelle de la blockchain, a vraiment ses limites. C'est pourquoi d'où l'émergence d'autres crypto-monnaies. Ok, donc voilà. Donc, conçu principalement, ok, donc le Bitcoin qui est conçu principalement pour les transactions financières simples. La blockchain Bitcoin n'est pas facilement, ok, adaptable. Pourquoi n'est pas facilement adaptable aux applications complexes, ok, que nous allons démystifier, voire très simple tout à l'heure, ok. Donc le Bitcoin n'est pas, voilà, adaptable à certaines applications complexes, ok, pour certains cas, pour peut-être certaines tâches. Ok, donc le Bitcoin est simplement limité au fait des transactions financières sur la blockchain originale. Donc, c'est dans ce contexte, ok, qu'émerge ici Ethereum. Ok, l'Ethereum, c'est Ethereum, c'est quand je dis l'Ethereum, c'est voilà avec un L apostrophe, mais c'est dans ce contexte qu'est né Ethereum. Ok, comme vous l'entendez, c'est E-T-H-E-R-E-U-M. Donc, Ethereum. Ok, donc une vision plus grande, plus ambitieuse, ok, non pas simplement, ok, une monnaie, ok, donc le créateur de Ethereum ne pense pas simplement à une monnaie, une crypto-monnaie, non, il a une plus grande vision, ok, lui, il pense à une plateforme décentralisée mondiale, ok, capable d'exécuter des applications programmables, ok, vous comprendrez un peu plus bas. Donc, sachez que ce chapitre-là explore donc comment l'Ethereum, ok,
a élargi l'horizon des possibilités de la blockchain en introduisant le concept révolutionnaire des contrats intelligents. Donc la blockchain et le Bitcoin originel étant limités par leur application, par l'application du Bitcoin qui est limitée à la blockchain et juste aux transactions, ok, réserve, valeur de réserve, ok, ne peut pas avoir certaines applications, ok, d'où Ethereum vient se placer comme une application, ok, comme un ordinateur qui permettrait à certaines personnes, donc c'est-à-dire des entrepreneurs, des entreprises de venir créer leur propre concept, ok, et amener d'autres visions, ok, sur la crypto-monnaie. Par exemple, il y a certains qui voudront peut-être créer des entreprises d'épargne, permettre aux gens d'épargner, d'investir sur la crypto-monnaie en épargnant, ok, c'est-à-dire en donnant leur argent et permettant de recevoir des intérêts. Mais ça, on ne pouvait pas créer ça juste avec le Bitcoin ou la blockchain, non. Ethereum est venu se placer comme un ordinateur qui permettra donc à ces gens de créer ces applications-là. On commence donc par Ethereum. Ok, donc on a donc Ethereum et les contrats intelligents. Quand vous entendez Ethereum, pensez à un ordinateur mondial qui va se positionner, ok, donc sur la blockchain. Donc c'est comme une application, un ordinateur qui va se positionner, ok, un système d'exploitation qui va se positionner, un ordinateur qui va se positionner sur la blockchain originale. Donc c'est comme un autre ordinateur qui a besoin d'autres applications. Donc quelqu'un qui voudrait venir créer, comme je l'ai dit, une application pour permettre aux gens, voilà, d'avoir des alternatives au Bitcoin, les gens qui ne peuvent pas acheter directement le Bitcoin, investir dans d'autres choses, selon les projets de certaines entreprises, ils voudront venir exécuter ces programmes-là sur Ethereum. Donc, certaines applications qui permettraient aux hommes, certaines personnes de venir investir. Donc, j'espère qu'on se fait un peu comprendre. Donc, Ethereum, voyez-le comme l'ordinateur mondial décentralisé. Ok, c'est un ordinateur mondial décentralisé. Donc, Ethereum également, euh, comme j'ai dit, vu comme un ordinateur, mais c'est également une blockchain. Ok. Donc l'Ethereum a été proposé en 2013 par le prodige euh, Vitalik Buterin, donc, et lancé en 2015. Donc Ethereum a été lancé en 2015 et donc se présente comme un ordinateur, ok, mondial décentralisé. Pourquoi? Parce que chacun, voilà, peut venir avec chaque personne dans le monde entier là où il est. Peut-être des entrepreneurs peuvent venir et puis créer leur application sur Ethereum et puis permettre aux personnes de venir investir selon leur projet dans le voilà par l'intermédiaire de leur application, mais voilà, ben, ces applications là fonctionnent ou sont exécutées sur Ethereum. Donc quand vous voyez Ethereum, imaginez voilà un unique ordinateur idéal, donc fonctionnant sans interruption. Vous voyez un ordinateur qui fonctionne sans interruption, ok, et qui ne peut être arrêté par personne. Donc c'est décentralisé, personne ne peut arrêter cet ordinateur-là. Et dont les opérations, ok, sont transparentes et vérifiables par tous, donc par tout le monde, sur la blockchain. Et sur lequel n'importe qui peut exécuter un programme, donc c'est-à-dire une application. C'est cela Ethereum. N'importe qui peut exécuter une application, c'est-à-dire vous venez, vous créez votre application, et il y a des personnes, et vous exécutez, l'application fonctionne comme sur un ordinateur. Ok, j'ai créé peut-être Word. Word va permettre aux gens de saisir et tout, et puis ils payent quelques montants pour saisir sur l'application. Voilà un peu ce qu'est Ethereum. Et vous allez comprendre un peu plus par la suite. Ok, donc, comparaison, alors que le Bitcoin est une base de données hein, distribuée ok, pour les transactions monétaires. Donc, comme on a dit, le Bitcoin, c'est un code source, c'est pas de l'argent fiduciaire ou des pièces de monnaie, non. Donc, c'est un code source qui est distribué pour les transactions ok, monétaires. Ethereum, lui, il est différent. Ethereum, c'est une machine hein, à l'état décentralisé. C'est une machine, un ordinateur, comme un ordinateur qui a été créé sur le plan mondial. Tout le monde peut vérifier, ok, les programmes qui sont exécutés, peut voir les applications qui sont sur Ethereum, ok, ce qui se passe. Donc, il faut savoir que Ethereum également a sa crypto-monnaie, parce que quand on crée Ethereum, c'est un grand ordinateur, mais il crée aussi une monnaie qui permet de payer des frais de gaz pour utiliser ok, le système, donc utiliser Ethereum. Donc, sa crypto-monnaie ici, la crypto-monnaie inventée ou la crypto-monnaie native de Ethereum
c'est Ether, ok? C'est Ether ou encore ETF, comme ETH, comme vous voyez, ETH, ETF, comme l'Ether. C'est comme si je disais la crypto-monnaie native de la blockchain originelle, c'est le Bitcoin. Maintenant, la crypto-monnaie d'Ethereum, c'est ETF. Sauf que Ethereum, c'est un ordinateur mondial, ok? Et le Bitcoin, c'est bien sûr, on va dire quoi, un code source distribué, une base de données distribuée pour les transactions, ok, monétaires. Donc, ensuite, donc la monnaie, sa crypto-monnaie donc native est Ether, ETHER ou encore ETF, que vous allez voir, donc qui sont comme ça abrégés. Ensuite, maintenant ils ont un double rôle, donc il y a un double rôle bien sûr cette monnaie ETF. Donc, premier rôle, donc payer les frais de calcul. Contrairement au Bitcoin, on va comparer toujours, contrairement au Bitcoin, donc le fer n'est pas seulement une monnaie, hein. Il est principalement utilisé comme, ok, comme carburant pour payer les frais de gaz, ce qu'on appelle les frais de gaz. Ethereum appelle ça les frais de gaz. Donc, pour payer l'exécution des transactions sur le réseau. Sur le réseau, bien sûr, Ethereum. Là, c'est plus sur le réseau Bitcoin, c'est sur le réseau, pas sur le réseau blockchain, mais sur Ethereum. Parce que sur Ethereum, les gens exécutent leurs applications, peut-être pour les transactions qui sont faites sur certaines applications, il faut payer les frais de gaz. Donc, on le paye avec la monnaie native de Ethereum qui est Ether. 2. Être une réserve de valeur. Donc, Ethereum aussi, voilà, comme le Bitcoin, le fer, qui est la monnaie native d'Ethereum, est aussi échangé et détenu comme un actif numérique de valeur. Donc on peut l'échanger également contre la valeur. Ok? Voici un peu. Maintenant, on a vu l'Ethereum, l'ordinateur mondial. On voit ensuite c'est quoi les contrats intelligents. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. Smart contracts, ok? Smart contract ou encore contract ou encore contrat intelligent, qu'est-ce que c'est? Ok, il faut savoir ça. Un contrat intelligent, vous allez entendre parler de ça toujours dans l'écosystème ok, de Bitcoin ou encore plutôt de la blockchain et tout. Un contrat intelligent. Un contrat intelligent, c'est quoi? Ok. Le contrat intelligent est le concept fondamental, hein, concept fondamental qui a propulsé Ethereum au premier plan. Ok. Pourquoi? Parce que cela signifie qu'il s'agit bien sûr d'un programme informatique. Quand on parle de smart contract, il s'agit d'un logiciel, on va dire d'un programme ou d'un logiciel informatique qui s'exécute automatiquement sur la blockchain. Ok? Quand on parle de blockchain, c'est bien sûr sur la blockchain d'Ethereum. Parce que le fer ne fonctionne pas sur la blockchain originelle. Le fer fonctionne sur Ethereum. Et Ethereum, c'est une blockchain également. Ok? Ethereum a sa blockchain. Donc, les smart contracts, ok, le smart contract est un programme informatique donc qui s'exécute automatiquement sur la blockchain Ethereum lorsque les conditions ok prédéfinies donc sont remplies. Par exemple, pour comprendre l'analogie par exemple, prenons une analogie classique. L'analogie classique, ok, un distributeur automatique de boissons. Voilà. Par exemple, vous venez vous sélectionner une boisson, ok. Quand vous sélectionnez la boisson, il y a le prix, c'est égal peut-être la condition, le prix c'est égal à 2 euros. Et 2, vous insérez, ok, vous insérez 2, le prix, ok. Donc vous insérez l'euro, donc vous sélectionnez la boisson, après vous insérez le prix. Après, ensuite, le distributeur vérifie automatiquement que la condition, donc les 2 euros, la boisson coûte 2 euros, vous avez bien mis 2 euros. Et voilà, il exécute le contrat, donc il vous donne la boisson. C'est ça, automatiquement, il vous donne la boisson. Voilà un peu comment s'exécutent les smart contracts. Voilà l'Ethereum, quand vous faites vos transactions dans une certaine application, ok, donc dans Ethereum, avec bien sûr l'Ether, la monnaie d'Ethereum. Un smart contract fonctionne donc exactement de la même manière, mais de façon décentralisée, ok, et infalsifiable. Il est donc écrit en code source, ok, en code source dans le langage comme Solidity, donc c'est un langage de programmation. Donc, ok, il est donc écrit en code source ainsi, donc avec ce genre de langage-là. Donc c'est un programme, c'est un smart contract pour bien sûr aider à la sécurité et à l'automatisation des tâches. Ok, déployé sur la blockchain donc de l'Ethereum, vu qu'on parle de smart contract. Vous avez compris de quoi il s'agit.
et devient immuable. Donc, lorsque une transaction se fait sur Ethereum, il y a un engagement de smart contract qui est exécuté pour vérifier automatiquement les actions et puis valider si c'est bon. Et si ce n'est pas bon, c'est bloqué automatiquement. Donc, si l'action est engagée, personne ne peut modifier les termes une fois voilà, que le programme est lancé. Un exemple concret par exemple, ok, un contrat pour la vente d'un bien entre deux parties. Ok, le contrat est programmé hein, pour bloquer les fonds de l'acheteur. Donc, dès que le vendeur fournit une preuve de livraison, hein, scannée dans le système d'Ethereum, le contrat débloque automatiquement. Voilà les fonds et l'envoie au vendeur. Donc, aucun intermédiaire, aucune banque, aucun notaire, aucune plateforme physique. Donc, n'est nécessaire pour gérer la confiance ou l'argent. C'est juste un smart contract. C'est ce qui fait en sorte que Ethereum est une plateforme puissante et sécurisée. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Ok? Donc, comme on a dit, la monnaie d'Ethereum pour payer les gaz, donc le fonctionnement de l'ordinateur, mais également les frais de transaction, on l'appelle le FAIR ou ETF. Ok, donc on va continuer en même temps et on va parler des jetons. Maintenant, on va parler des jetons. Ok, on a parlé de la monnaie native d'Ethereum, maintenant on parle des jetons. Vous allez entendre parler des jetons également. Lorsqu'on parle des jetons sur Ethereum, on parle de quoi? Jetons sur Ethereum. Et puis on va peut-être s'arrêter par là. On va parler des jetons sur Ethereum. Ok, donc les jetons sur Ethereum, on a les standards ERC20. Donc les jetons sur Ethereum, on va dire voilà, les jetons sont voilà, encadrés par les standards ERC20, donc des règlements ok, de création de jetons bien sûr, et ERC 721 pour les jetons, pour les NFT, donc les arts numériques non fongibles. Donc, ensuite, on va s'expliquer tout à l'heure. Les jetons sur Ethereum, d'après les standards ERC 20 et 700, donc 21. C'est pas difficile, vous allez comprendre, c'est démystifié. Ok. Ceux qui ont besoin du livre, comme je dis, à ce livre tant qu'il est encore là. Quand les choses sont encore nouvelles, c'est mieux de les prendre, c'est encore moins cher. Et voilà. Donc, la capacité d'Ethereum à exécuter les contrats intelligents a permis à n'importe qui de créer facilement des nouveaux actifs. Vous comprenez déjà l'utilité d'Ethereum ici. Ethereum aide à exécuter des smart contracts très bien et permet aux gens d'être sécurisés dans leurs transactions, ce qui a permis donc, qui permet donc à beaucoup de personnes, donc à n'importe qui de créer facilement de nouveaux actifs numériques. Donc quelqu'un peut venir créer une entreprise pour dire bon moi je veux valoriser maintenant des arts numériques, c'est-à-dire je vends un artiste vient, il fait des signatures d'autographes et il crée une application pour dire ben, les signatures d'autographe, ma signature, je les vends à chaque fois à quelqu'un à 10 000 $. Toute personne qui l'a, ben, c'est comme un code source et c'est un art unique. Donc il vient pour vendre juste ça et puis il crée là un actif numérique. Ok. Donc cet actif numérique maintenant est appelé jeton. C'est différent de monnaie. Ce n'est pas une monnaie là, c'est un jeton. Ok. Donc c'est un jeton et donc vous ne pouvez pas donc dire que, ok, là c'est un jeton, vous ne pouvez pas dire que c'est une monnaie native. Donc, parce que les jetons sont différents des monnaies natives. Donc là, on appelle ça jeton. Parce qu'il est, d'abord, c'est un actif numérique qui est créé, ok, sur une blockchain qui a déjà une monnaie native. Donc, c'est un jeton. Donc, ok, donc personne ne peut créer des actifs numériques ou encore des jetons sur sa blockchain, donc sur Ethereum. Pour assurer voilà, l'interopérabilité aussi, pour assurer l'interopérabilité des jetons, ok, c'est-à-dire puisque tout, hein, puisque, hein, puisque tout, comment je vais le dire, les jetons. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi, pour assurer l'interopérabilité entre ces jetons, donc,
qu'ils puissent tous fonctionner donc avec les mêmes portefeuilles et échanges. La communauté a établi voilà, les standards techniques. Donc quand on parle de l'interopérabilité, c'est fonctionner voilà, beaucoup plus avec les mêmes portefeuilles, les mêmes échanges, au moins avoir certaines mêmes règles. Donc, ils ont défini, la communauté a défini certains standards techniques pour définir les jetons. Quels sont les jetons de quel type et quels sont les jetons de quel type. Donc, et dans ça, on a donc les arts numériques et on a ensuite les jetons. Donc, ici, on va commencer par les jetons du standard. Les standards, par exemple, la ERC20, donc ERC20, c'est la norme technique pour créer des jetons fongibles, ce qu'on appelle des jetons fongibles. Ok? Les jetons fongibles, c'est quoi? C'est qu'on on vient à peine de signifier. Quelqu'un veut créer, voilà, on va expliquer tout à l'heure. Ok. Pour créer les jetons, quelqu'un veut venir créer par exemple une application pour pour permettre aux gens d'épargner, ok? Voilà, il prend leur argent et puis il verse des intérêts sur leur investissement, voilà, sur les crypto-monnaies. Il crée une application sur Ethereum et puis voilà comment ça se passe. Donc, alors, ce qui se passe, comme je disais, on a la norme ERC20 qui correspond aux jetons fongibles, c'est-à-dire donc c'est interchangeable, c'est-à-dire comment on appelle, c'est-à-dire interchangeable. Donc, les jetons non fongibles, c'est-à-dire interchangeables comme une monnaie. Donc, eux, ils fonctionnent comme des monnaies un peu, on va dire, un peu natives. Donc, ils sont un peu comme des monnaies comme de fer, comme le Bitcoin. Donc, tous les jetons d'un même contrat ERC20 sont identiques. Donc, les contrats, tous les jetons ok, d'un standard ERC20 sont identiques et ont la même valeur. Okay, et ils ont la même valeur. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre. La grande majorité des crypto-monnaies, quand vous entendez maintenant crypto-monnaie, quand vous entendez crypto-monnaie, dans les crypto-monnaies, nous avons des jetons non fongibles. Et les jetons non fongibles sont des crypto-monnaies, sont un peu en quelque sorte de la crypto-monnaie, mais pas des monnaies natives, des monnaies qui sont créées voilà, à base des nouveaux actifs numériques que certaines personnes viennent créer sur la plateforme Ethereum, qui est un grand ordinateur qui permet aux gens de créer voilà, des applications et d'exécuter facilement leur smart contract selon voilà, leur projet. Ok, donc la grande majorité des crypto-monnaies que vous connaissez, hein, hormis le Bitcoin et le fer, je veux dire hormis le Bitcoin et le fer, sont en réalité des jetons. Tous ceux que vous allez connaître, ok, parce que le Bitcoin c'est la monnaie originelle de la blockchain. Ensuite, le fer ou l'ETF, c'est la monnaie originelle de l'Ethereum. Ça, ce sont les deux monnaies, ok, les deux monnaies natives des deux blockchains, ok, originelles dans l'écosystème de la blockchain. Donc, l'Ethereum est venu résoudre le problème que le Bitcoin ne pouvait pas faire, c'est-à-dire permettre aux gens vraiment beaucoup d'autres applications complexes, c'est-à-dire permettre aux gens de créer d'autres arts, pouvoir valoriser leur travail, et puis permettre de créer aujourd'hui des jetons fongibles, comme on le dit. Donc, toutes les autres monnaies que vous allez voir être créées, les ES, les USTD, ce sont des jetons non fongibles, Donc, ce sont en réalité des jetons non fongibles, donc des standards ERC20 émis sur, pas émis par, émis sur Ethereum. Donc ce sont des projets que les gens prennent et puis ils créent leur monnaie aussi maintenant. Et par rapport à leur projet, ils créent certaines monnaies pour avoir, par exemple, pour par exemple participer à leur projet, il faut payer leur monnaie. Et payer leur monnaie, il faut passer par le système d'exploitation Ethereum. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc cela a permis une explosion d'offres initiales de pièces, ok, ça c'est un peu les normes un peu techniques ICO en 2017. Donc ça c'était les standards ERC20, maintenant on a les standards de création de jetons également, ERC 721. Donc les ERC 721 c'est quoi? Ok, c'est la norme technique pour les jetons non fongibles, parce qu'on a les jetons fongibles et les jetons non fongibles. Les jetons fongibles c'est aussi d'autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Ok, le Bitcoin et le fer ne sont pas des jetons, mais toute autre crypto-monnaie, ok, à part Ether et Bitcoin, sont des jetons fongibles, c'est-à-dire d'autres crypto-monnaies
qui sont des alternatives, vous allez voir ça plus tard. Ok, ce sont des alternatives au Bitcoin directement ou à le faire directement qui sont aujourd'hui très valorisés, qui pèsent lourd. Tout le monde ne détient pas le Bitcoin, mais certains peuvent passer par des jetons fongibles pour voilà, investir dans les crypto-monnaies ou encore aller trader et tout le reste. Donc, nous sommes maintenant dans les standards 721. Donc, c'est la norme technique pour créer des jetons non fongibles. Donc, les NFT. Les jetons non fongibles sont les NFT, c'est-à-dire non interchangeables. Les NFT ne sont pas interchangeables. Chaque jeton ERC 721 donc, possède des propriétés uniques, ok, qui possède des propriétés uniques qui le distinguent de tous les autres. Donc, ce standard est à la base euh, du boom de NFT, donc des jetons non fongibles. Voilà. Dans l'art numérique, les objets de collection, par exemple, les jeux vidéo, vous voyez aujourd'hui des jeux vidéo, des jeunes qui arrivent à garder des objets de collection des jeux vidéo, voilà, des signatures d'artistes sous des codes, sous forme de code source, ok, ils les gardent dans, ils ont créé, par exemple, un compte crypto-monnaie, et puis dans leur actif numérique, ils ont, par exemple, un art numérique comme une propriété. Dans un jeu, ils vont posséder un terrain, et ce terrain-là a une valeur, où ils vont posséder un tableau unique. Ok, comment est-ce que ça se passe? Vous allez voir tout à l'heure. Donc, et dans ces NFT-là, jetons non fongibles, donc il y a des objets de collection, on a des jeux vidéo, on a également, car ils permettent de certifier, ok, l'authenticité et la propriété d'un actif digital unique. Donc, on va ensuite, voilà, au moins terminer par là, expliquer au moins les jetons non fongibles, comment est-ce que ça se passe. Donc, les frais de réseau qu'on appelle gaz, voilà, parce que pour aller opérer sur l'Ethereum, il faut des gaz, ok, le gaz et leur importance. Là, on voit le gaz et son importance. Donc, sur Ethereum, tout ce qu'on explique là, c'est sur Ethereum que ça se passe. Les jetons viennent ok, également opérer sur Ethereum. Mais les jetons fongibles ou non fongibles sont des crypto-monnaies également ou des actifs numériques, ok, qui sont créés par d'autres entrepreneurs qui créent des applications et qui trouvent des alternatives à la crypto-monnaie elle-même directement. La crypto-monnaie, c'est-à-dire principale qui est l'Ethereum et Ether. Donc, Bitcoin et l'Ether. Bitcoin pour blockchain et Ether pour Ethereum. Donc, sur l'Ethereum, toute opération a un coût en ressources informatiques. Donc, que vous envoyez, par exemple, le faire à quelqu'un d'autre, donc vous échangez, que vous interagissez avec un contrat intelligent, que vous frappiez un NFT, donc un actif, un jeton non fongible, vous devez payer les frais, appeler gaz sur la plateforme Ethereum, parce que tout ça c'est tout grâce à Ethereum qui est un ordinateur mondial. Donc qu'est-ce que le gaz donc le gaz est l'unité qui permet voilà, de mesurer la quantité d'efforts de calcul, mesurer la quantité d'efforts de calcul nécessaires pour exécuter une opération spécifique. Des opérations simples envoyer de l'ETF, donc envoyer par exemple la crypto-monnaie ETF native, coûte un peu de gaz, tandis que des opérations complexes, hein, comme exécuter un smart contract élaboré consomme beaucoup. Quelqu'un qui voilà, est en train de faire une transaction avec une autre personne, ben, ça consomme beaucoup plus de gaz. Maintenant, si vous voulez savoir comment ça fonctionne un peu le calcul, voilà. Donc, il y a un calcul qu'ils font ici. Ben, je veux laisser cette partie calcul-là. C'est très simple, mais c'est pour les personnes qui veulent prendre le livre, qui vont pouvoir regarder, voilà, facilement ce calcul peut-être posé parce que voilà, vous n'êtes pas devant un tableau pour voir les calculs. Ok. Sachez que les frais de gaz sont, voilà, sont donc le mécanisme économique qui protège le réseau contre les abus. Donc c'est un mécanisme économique de la plateforme Ethereum, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, mais c'est aussi comme ça que ça protège, parce que la sécurité, il y a beaucoup de... C'est une chaîne également, Ethereum a également une blockchain, elle fonctionne sur... Le fer fonctionne sur la monnaie, crypto-monnaie Ether fonctionne sur la blockchain Ethereum, et donc la blockchain Ethereum a besoin de sécurité, et donc elle a besoin de gaz pour fonctionner. Ok? Donc, en rendant les opérations coûteuses, bien sûr. Donc, les gaz sont les mécanismes économiques qui protègent le réseau contre les abus. En rendant les opérations coûteuses, quiconque voudrait essayer de pirater
et avoir des actions, bien sûr. Il décourage des acteurs malveillants, ok, les spammers des réseaux, ok, ceux qui veulent spammer le réseau avec des transactions infinies, ok, donc assurant la sécurité et la stabilité du réseau Ethereum. Donc, en résumé, ok, l'Ethereum a transformé la blockchain d'un simple registre financier à une plateforme ouverte et programmable. Donc, vous voyez un peu Ethereum comme celui qui vient résoudre les problèmes de on a envie, comment est-ce que je suis entrepreneur, comment est-ce que je peux venir créer une application. C'est comme quand tu crées une application et tu as envie de gagner de l'argent sur, par exemple, application Android pour Airtel Money, par exemple, ici au Gabon. Eux, ils gagnent des commissions. Mais comment est-ce que je veux programmer? J'ai envie, je veux faire comment? Je peux mettre ça sur quelle boutique, mon logiciel. Je peux l'exécuter ou pour que les clients aillent, voilà, prendre l'application et exécuter leur programme. Mais nous, on part, par exemple, télécharger l'application sur ceux qui ont les iPhones sur Apple, ceux qui ont les Android sur Play Store. Maintenant, pour Ethereum, c'est aussi la même chose. C'est une grande plateforme, un ordinateur ou un grand système d'exploitation. Celui qui a un projet, il crée ce projet et il permet aux clients de venir exécuter des transactions sur son projet, dans son application, mais par l'intermédiaire d'Ethereum. Et ils vont payer eux-mêmes des gaz, mais également, vous allez également payer celui qui a son application, sûrement pour certains coûts et tout. Donc voilà un peu pourquoi on dit Ethereum est venu transformer, voilà, la simple blockchain, parce que la blockchain avec le Bitcoin, c'est simplement un registre financier qui est très sécurisé et qui est décentralisé, qui permet aux gens de faire des transactions partout dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est devenu voilà, une plateforme programmable où on peut aussi avoir les personnes qui viennent exécuter des contrats intelligents sur la plateforme blockchain Ethereum. Donc elle a donné des sens donc à tout un écosystème d'applications qu'on appelle des apps, donc d'apps, DAPS, et a été donc le terreau fébrile, comment je dis le terreau fertile plutôt, le terreau fertile de révolution majeure de la finance. Donc c'est vraiment un point majeur qui a permis donc à la finance décentralisée, et les jetons non fongibles, donc NFT, que nous explorerons un peu plus tard, parce que nous allons un peu plus voir les NFT que vous allez voir devant, les jetons non fongibles et les jetons, les autres crypto-monnaies. Vous allez voir, on appelle ça jetons et NFT, mais plus tard devant, vous allez voir que ça a des noms. Vous allez voir les altcoins, les tokens, les stable coins, ça a des noms. Donc c'est important de connaître tout ça avant, quand vous allez voir des gens vouloir vous tromper avec ce genre de choses. Au moins vous connaissez déjà maîtriser ce que c'est que ces actifs financiers là, et puis ça vous aidera à ne pas vous faire escroquer facilement dans ce domaine-là. Donc, on partage ici. Et puis ceux qui ont besoin du livre, comme je dis, le livre est pour le moins à 5 000. Donc, il sera bientôt disponible sur Amazon. Il sera sûrement peut-être à 20 000 plus tard. Donc, quand il est encore en e-book, en PDF, prenez-le et puis à lire. C'est juste 47 pages. Vous aurez une connaissance en 47 pages, quelque chose qui va vous sauver beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de conseils sur la crypto-monnaie. C'est la technologie de demain pour les transactions financières. Et ça a commencé depuis longtemps. Donc, pour certains pays et pour certaines personnes. Donc, merci d'avoir regardé et à nous voir à la prochaine. Portez-vous bien.